Iskra. 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 Pour ce deuxième podcast, nous parlerons tulipes. Saviez-vous qu'il existe plus d'une centaine d'espèces de tulipes ? Mais non, je vous rassure, aujourd'hui nous ne parlerons pas botanique. Non, nous aborderons plutôt une crise économique. Si je vous dis la crise des tulipes, le crack des tulipes, ou encore la tulipomanie. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons donc d'histoire et d'art. Mais quel rapport, me direz-vous ? Pour le savoir, je vous invite donc à ouvrir grand vos oreilles, car nous allons faire un petit bond dans le temps. Quelques rares visiteurs européens découvrent des tulipes pour la première fois à la cour de Soliman le Magnifique, à Constantinople, où il était encore coutume de faire présent de quelques bulbes en guise de cadeaux diplomatiques. Elles arrivent ensuite progressivement sur le marché aux Pays-Bas à partir du début du XVIIe siècle, à la faveur des échanges commerciaux avec l'Empire ottoman. Elles sont officiellement introduites autour de 1593 par le botaniste Charles de l'Écluse au jardin botanique de l'université de Leyde, où les premiers bulbes auraient été dérobés pour être revendus à prix d'or. Les échanges entre les airs du monde, qu'ils soient ou non de nature marchande, amènent des échanges culturels. Ainsi, au XVIIe siècle, à la faveur notamment des échanges avec l'Empire ottoman, l'horticulture et le jardinage connaissent un boom sans précédent dans le nord de l'Europe, et en particulier aux Pays-Bas. Les tulipes, originaires d'Asie centrale, s'inscrivent durablement par la suite dans les images d'Épinal ou l'imaginaire populaire associé aux Pays-Bas, au même titre d'ailleurs que les sabots de bois ou les moulins à vent. Elles figurent dans nombre de représentations culturelles et constituent, encore à ce jour, un important produit d'exportation pour le pays. Les Pays-Bas détiennent aujourd'hui près de 90% du marché des fleurs dans le monde. Au XVIIe siècle, les navires de commerce, en partance des rives orientales de la Méditerranée, arrivent aux Pays-Bas chargés d'épices, de variétés de plantes et de fleurs encore inconnues des Européens. Dans le même temps, la recherche de connaissances dans le domaine de la botanique et de l'horticulture connaît un essor sans précédent. Ces domaines de connaissances se constituent peu à peu en marqueurs de distinction sociale pour la bourgeoisie et l'aristocratie de l'époque, en tant que gage de raffinement. Cette culture savante en plein développement permet à la bourgeoisie de se distinguer de la classe populaire et de faire montre d'une opulence ostentatoire. Les marchands font aussi pousser des tulipes comme on collectionne des œuvres d'art. Nombre d'entre eux sont aussi vendeurs ou collectionneurs d'art. Certains s'adonnent eux-mêmes à la peinture, ce qui constitue un autre marqueur de distinction sociale. Les peintures peuvent parfois s'échanger contre des bulbes de tulipes. Celles-ci restent néanmoins beaucoup plus onéreuses que les œuvres d'art. Il est d'ailleurs possible de faire un certain parallèle entre le cours de la tulipe à l'époque et le prix des œuvres sur le marché de l'art de nos jours, qui peuvent parfois revenir aussi cher que des biens immobiliers. La tulipomanie occupe particulièrement la bourgeoisie de la province de Hollande, dont nombre de représentants appartiennent à un mouvement issu de la réforme radicale protestante, qui ne semble pas dédaigner le luxe des richesses terrestres. Comme le rapporte l'historienne américaine Anne Goldgar, certains pamphlétaires réactionnaires craignent paradoxalement que la tulipomanie n'aboutisse à la subversion de l'ordre social en permettant aux pauvres de s'enrichir. Dans le même temps, les ouvrages illustrés de gravures font florès. Ils revêtent souvent un caractère publicitaire, à l'image des objets de marketing contemporains. Ils ont pour fonction aux Pays-Bas de soutenir le commerce de tulipes, en concurrence avec la France. La bulle financière, liée au marché des tulipes, atteint son pic en 1637. Entre autres causes de la crise, nous pourrions citer notamment les effets de l'euphorie entraînés par la fin de l'épidémie de peste qui ravage les Pays-Bas dans la première moitié du XVIIe siècle. Par manque de sources, certains historiens vont jusqu'à remettre en question les conséquences financières de l'éclatement de la bulle spéculative sur les fortunes des acheteurs. Les avis convergent en revanche sur le fait que l'éclatement de la bulle cause une crise qui sape les codes de confiance qui régissent le marché capitaliste de l'époque, lorsque les acheteurs rétractent leurs promesses de paiement en été 1637, à la suite du krach. Ainsi,
Nous venons de planter le décor de la tulipomanie à travers son histoire culturelle, vue sous l'angle social. À présent, allons jeter un œil à ces représentations artistiques et culturelles d'hier et d'aujourd'hui. Les tulipes sont cultivées dès le XIe siècle à Ispahan et Bagdad. Dans les jardins du pavillon de Félicité, construit à Constantinople après la conquête, les tulipes sont érigées en pièce centrale de la puissance ottomane. Sous Soliman le Magnifique, le jardin de paradis d'Istanbul est entretenu par une armée de jardiniers qui rivalisent d'ingéniosité pour développer une multitude de nouvelles variétés de fleurs. La tulipe devient un motif ornemental et décoratif. En tant qu'emblème d'hégémonie impériale, elle sera amenée à changer de main au gré des fortunes des empires. Elle échoua donc aux Pays-Bas, nouvelle puissance économique en plein âge d'or artistique et culturel, au XVIIe siècle. Pour des raisons religieuses, la société protestante calviniste de l'époque s'accommode mal des industries somptuaires, ce qui n'empêche pourtant pas celle-ci de prospérer. Cette tension profonde, liée à la morale protestante, engendre un courant artistique qui fera figurer les tulipes dans les tableaux de vanité, associés à la fortune, la vanité du luxe et l'ostentation des richesses. Au XIXe siècle, la tulipe figure en toile de fond de la Recherche de l'absolu de Balzac, où un grand bourgeois flamand, Balthazar Claes, cause à plusieurs reprises la ruine de sa propre famille en tentant de percer le secret de la composition de la matière. Le héros de la Tulipe noire d'Alexandre Dumas demeure quant à lui aveugle aux événements qui secouent la Hollande de son époque, ainsi que sa propre famille, pour se consacrer à la recherche d'une variété de tulipes unique au monde. Aujourd'hui, l'artiste plasticien contemporain, parmi les plus fortunés du monde, Jeff Koons, sculpte des tulipes en inox qui se vendent à prix d'or sur les marchés de l'art. La tulipe et la tulipomanie font aussi partie intégrante de la culture populaire. Par exemple, nous pouvons apprendre à spéculer avec le jeu de société Tulipomania. Il existe même un numéro du magazine Super Picsou Géant intitulé Bulb Fiction, qui évoque la crise des tulipes. Enfin, il est fait mention de la crise dans un film d'Oliver Stone, Wall Street, l'argent ne dort jamais, qui traite du monde contemporain de la finance. Pour finir, nous nous sommes permis une légère digression pour évoquer avec vous le clin d'œil comique à l'imaginaire d'Épinal du Petal Power néerlandais dans la série d'animation Samouraï Champloo de Shinichiro Watanabe, située dans le Japon du XVIIe siècle. On y rencontre, dans un épisode, le personnage d'un marchand hollandais homosexuel qui trouve une lueur d'espoir à sa situation en découvrant l'étonnante permissivité des mœurs du Japon de son époque. Grâce à un roman d'Ihara Saikaku, intitulé « Le grand miroir de l'amour mâle ». Le roman, paru en 1687, dépeint les amours des acteurs et des samouraïs dans une série de récits réalistes de la société japonaise de l'ère d'Edo. Il renouvelle en cela le genre romanesque tout en inaugurant une nouvelle tradition littéraire. À l'époque de sa parution, il se destine à un public bourgeois, lettré, mais également aux militaires. L'ouvrage parvint sans doute entre les mains de notre personnage à bord de l'un des rares navires marchands néerlandais qui abordent alors à Nagasaki. Dans la série, le Japon du XVIIe siècle se retrouve pleinement associé à la modernité, notamment sur le plan de la liberté de mœurs. En cela, la série ose et assume entièrement le contraste avec l'Europe de la même époque. La série animée grand public, produit de soft power japonais, se forge ici une nouvelle identité, en digérant, avec une certaine ironie salvatrice, l'histoire de ses échanges culturels avec l'Occident. Ainsi, depuis le XVIIe siècle, la production culturelle, littéraire et artistique n'a cessé de s'interroger sur l'événement que fut la tulipomanie, en tentant souvent de faire sens de ses enjeux et des ondes de choc entraînées dans son sillage. Les représentations culturelles de la crise ouvrent une série de brèches. Elles permettent au public de s'emparer des effets de la crise, ou bien des crises en général, et d'en travailler les causes, afin de révéler leur sens pour la société dans son ensemble. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi ce podcast.
Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour explorer un autre aspect, plus connu, de la crise des tulipes. Merci à Alessandro pour le montage et un grand merci à Christina pour l'écriture. Nous nous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles étincelles. La isla de valientes siempre vencerá, que abraza continentes siempre será. Hoy la patria va marchando por la vida.